Bonjour à toutes et à tous. Cher Pascal Boniface, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau dans cette enceinte. L'auditoire qui vous fait face aujourd'hui n'est pas le public qui a eu la chance de vous écouter lors de votre dernière venue en 2009, dans le cadre des conférences Iségoria. Est-il cependant besoin de vous présenter ? En matière d'analyse des relations internationales, votre expertise et celle d'Hubert Védrine s'imposent naturellement. Universitaire, chercheur en géopolitique et surtout directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, vous êtes aussi un libre penseur engagé, capable de prise de position forte sur des sujets sensibles ou polémiques, le conflit israélo-palestinien par exemple, ou encore dénonçant ce que vous qualifiez de faux intellectuels français, prélats de l'espace médiatique, qui n'éclairent pas les citoyens sur les enjeux contemporains, rendent au contraire confuses les problématiques et exacerbent les tensions idéologiques. Plus récemment, vous avez publié Le Monde selon Nicolas Sarkozy, ouvrage qui dresse le bilan diplomatique du précédent locataire de l'Élysée. Vous y livrez votre analyse sur les perspectives de la France dans le concert des nations. C'est précisément sur ce thème que nous allons vous écouter ce matin, et ce, avec d'autant plus d'intérêt que le monde d'aujourd'hui nous paraît complexe et incertain, assimilable à une masse manquante de causalité, pour reprendre l'expression récente du sociologue Luc Boltanski. La fin du monde bipolaire, celui de la guerre froide, n'a pas apaisé les relations internationales. Bien au contraire, elle a laissé le champ libre à une économie libérale débridée qui, privée du garde-fou d'une économie planifiée et décrédibilisée, a cédé beaucoup de son pouvoir de régulation à la finance de marché et attisé les tensions et conflits politiques, culturels, religieux et économiques du monde. Cette économique dont, tout au contraire, Emmanuel Kant nous prédisait à la fin du XVIIIe siècle, dans son projet de paix perpétuelle, qu'en intensifiant les échanges commerciaux entre peuples, il pourrait concourir à détendre les relations internationales. Pourquoi se battre si nos intérêts convergent ? Loin s'en faut, la rareté des matières premières, des énergies, voire des denrées alimentaires, crée de nouveaux problèmes ou se superpose à ceux existants. À un impérialisme américain déclinant succède un contrôle croissant de la Chine sur le monde. Les équilibres en sont bouleversés. L'influence française en Afrique, héritée de longues traditions et d'un passé lui aussi expansionniste, recule au profit de la Chine, dont les échanges commerciaux avec ce continent ont presque doublé au cours des 2 dernières années. Mais si la crise économique n'arrange rien, elle contribue aussi à d'heureux changements. Ainsi, du printemps arabe, où l'ultime appauvrissement des populations provoqué par la crise a certainement influé sur le mouvement d'ensemble et le renversement des dictatures. Ce constat plein d'espoir nous renvoie à un autre philosophe, je veux parler de Hegel et de sa fameuse dialectique, qui enseigne que les contradictions sont vecteurs d'adaptation et donc de changement. À l'évidence, l'idée, c'est-à-dire l'organisation du monde d'aujourd'hui, est déconnectée de l'objet, son fonctionnement réel. Les grandes organisations internationales, ONU, G20, FMI, OMC, n'exercent plus leur rôle de coordination politique et économique. Les sommets se succèdent, pas les décisions. L'Occident, et en particulier l'Europe, part très minoritaire de la population mondiale, y est pourtant surreprésenté, ce qui atteste d'un déséquilibre important que dénoncent nombre de pays asiatiques ou le Brésil. Certains proposent même la construction d'organisations parallèles. Ainsi du projet du Japon en 1997, prônant la création d'un FMI asiatique. Quelle place pourrait prendre la France dans ces mutations, appelées unanimement par tous, mais sur lesquelles les accords semblent si difficiles à trouver ? À son crédit historique s'ajoutent des postures intéressantes. Le veto à l'intervention de l'ONU en Irak en 2003, la proposition en 2011 d'élargissement du G20 à 10 nouveaux pays, alors que la France assurait la présidence de l'organisation. Le durcissement de ton du président français à l'égard du pouvoir syrien à l'occasion de la conférence des ambassadeurs il y a 2 semaines. Le monde s'est complexifié. La crise attise les tensions autant qu'elle force les États à se rapprocher et à collaborer. N'est-ce pas là une occasion unique pour la France ? Qu'en pensez-vous, cher Pascal Boniface ? En la matière, vos éclairages nous seront précieux. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être de retour à Audencia. C'est la 4e fois que je vous rends visite. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de faire la leçon inaugurale et je m'en réjouis. Je vais donc essayer, pendant les 50 minutes qui viennent, de dresser un peu le panorama des marges de manœuvre que la France peut avoir dans un monde qui est en profonde mutation et de voir un peu quelles sont les options qui se posent à la France à un moment clé, puisqu'il y a un nouveau président, une nouvelle majorité, mais en même temps un nouveau paysage stratégique qui a considérablement bougé au cours des derniers mois et des dernières années.
Tout d'abord, pour faire du franco-français, ma conviction, c'est que en matière de politique étrangère, les clivages sur le rôle que la France peut avoir sur la scène internationale ne sont pas gauche-droite. Les clivages classiques en économie, sur les questions sociales, ne se transposent pas sur les questions de politique internationale. Il y a un clivage qui est beaucoup plus fondamental sur cela et qui transperce le clivage gauche-droite. C'est un clivage qui auparavant opposait gaullistes et atlantistes, ou gaulo-mitterrandistes et atlantistes, et qui maintenant oppose gaulo-mitterrandistes et néoconservateurs ou atlantistes. Ce clivage, en fait, a été créé lorsque le général de Gaulle a dynamité la politique française, non seulement sur le plan intérieur, mais également sur le plan extérieur, et que sa sortie de l'OTAN, la constitution d'une force nucléaire indépendante et un activisme beaucoup plus fort parce qu'indépendant dans le tiers-monde a donné une spécificité tout à fait particulière à la France. Et que François Mitterrand, qui n'avait eu de cesse de critiquer le général de Gaulle lorsqu'il était dans l'opposition, a finalement chaussé ses bottes en adaptant la politique étrangère à la nouvelle situation. La France de 81 et le monde de 80, des années 80, n'est pas celui des années 60. Mais finalement, l'homme qui s'était opposé à la force de frappe a dit « la dissuasion, c'est moi ». Et il a fait de la conceptualisation de l'outil nucléaire français une constante dans ses différentes interventions. L'homme qui avait condamné le retrait de l'OTAN, s'est opposé régulièrement à Ronald Reagan, notamment sur le programme phare de guerre des étoiles, et l'homme qui avait critiqué la rupture franco-israélienne de 67 est venu plaider devant la Knesset la création d'un État palestinien dès 1982. Et donc ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme, c'est une vision particulière de la France, qui est que la France est un pays qui est bien sûr lié aux États-Unis, allié mais non aligné, pour reprendre une problématique traditionnelle, et qui a de ce fait des marges de manœuvre que n'ont pas les autres pays. Et ceci est rendu possible parce que la France ne dépend pas pour sa sécurité des États-Unis, elle a son propre outil nucléaire, donc elle n'est pas dépendante d'une protection et d'un parapluie extérieur, et que, n'ayant pas besoin de la protection américaine, elle peut parler d'égal à égal avec les États-Unis, même si les deux pays ne sont pas sur le même plan, et que, n'ayant pas peur de l'Union soviétique, eh bien, elle peut parler franchement à Moscou, même si, bien sûr, les deux pays n'ont pas le même statut et le même poids. En face de cela, s'opposaient dans un premier temps les atlantistes, dont Mitterrand a été l'un des porte-parole tant qu'il devienne président. Et on peut voir d'ailleurs que pour devenir président, il n'est pas certain qu'il ait pu être élu président en 81 s'il n'avait pas préalablement adhéré à la force de frappe, adhéré à la stratégie diplomatique que De Gaulle avait définie. Et sinon, peut-être que les quelques voix lui auraient manqué pour accéder à la marche suprême. Et donc, en face de cette vision gaulliste puis gaulo-mitterrandiste, eh bien, il y avait d'abord les atlantistes, ceux qui pensaient que la priorité n'était pas l'indépendance de la France, mais l'alliance avec les États-Unis. Et des intellectuels comme Raymond Aron à l'époque, ou des hommes des forces politiques comme le Centre et aussi la SFIO initialement, disaient que la France indépendante n'avait pas d'intérêt et que le danger soviétique était tel que, par rapport à l'ennemi principal, il fallait se rallier aux États-Unis pour se protéger d'un danger principal. Et que donc l'indépendance devait être mise de côté ou entre parenthèses par rapport au danger majeur que représentait l'Union soviétique. Lorsque l'on regarde l'histoire de la guerre froide, on s'aperçoit au contraire que la posture diplomatique française a été beaucoup plus gênante pour l'Union soviétique qu'un pays strictement aligné, parce que lorsque Mitterrand, par exemple, dénonce le déploiement des euromissiles soviétiques dans les années 80, les soviétiques ne peuvent pas dire que c'est un atlantisme traditionnel et les forces réactionnaires. Il y a une seconde voie, et l'écho que la France pouvait avoir dans le tiers-monde était beaucoup plus fort que celui de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, qui n'avait pas ces marges de manœuvre. Ce débat entre gaulo-mitterrandistes et atlantistes, bien sûr, on dit que maintenant il n'a plus cours puisque la guerre froide a pris fin et que le clivage Est-Ouest a disparu. Il a été remplacé, en fait, par un autre clivage qui va des gaulo-mitterrandistes, toujours réincarnés, même si, bien sûr, ce n'est plus la même définition, la même problématique que pendant la guerre froide. Et là, il s'oppose à ce que j'appelle les occidentalistes ou que l'on pourrait qualifier de néoconservateurs. Les néoconservateurs, les occidentalistes, sont des gens qui, finalement, ont rayé communisme et ont mis islamisme, et ont réorienté
la tourelle des chars de 90 degrés, sont passés de l'Est au Sud, mais avec le même schéma mental, eux et nous, le bien, le mal, et toujours la même conclusion par rapport à ce danger majeur qu'est l'islamisme. Nous devons nous raccrocher à la locomotive américaine parce que la France n'a pas les moyens seuls d'assurer sa sécurité, d'assurer son indépendance, et il est préférable de mettre sous le boisseau cette politique indépendante pour être plus efficace par rapport à une menace qui est mortelle. Je passerai rapidement sur, comment le dire tout en restant poli, sur la difficulté, en tous les cas intellectuelle, de comparer le communisme avec un pays central, des milliers d'armes nucléaires, des dizaines de milliers de chars et d'avions, un bloc autour de ce pays, la moitié du monde contrôlé, et l'islamisme qui, est pour exister, est beaucoup plus évanescent, et ça serait un bloc dans lequel on mettrait aussi bien le parti Ennahda qu'Al-Qaïda, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc cette comparaison, déjà, est tout à fait biaisée, elle n'a pas de sens, mais on voit bien que dans ses fondements intellectuels, elle est binaire, et dans ses conclusions politiques, elle est raccrocheuse, c'est-à-dire qu'il faut de nouveau se priver d'une posture indépendante et se raccrocher à une hyperpuissance qui peut nous protéger. Et donc ce débat existe, et une fois encore, ce débat n'est pas gauche-droite. Parce que si vous faites un débat de politique étrangère entre Hubert Védrine, qui, sans être leader socialiste, appartient à cette famille, et Alain Juppé, vous aurez du mal, grande figure de l'UMP, et lui aussi ancien ministre des Affaires étrangères, vous aurez du mal à trouver des différences fondamentales entre les deux. Mais si par contre vous faites un débat ouvert et, disons, libre, non tenu par la solidarité politique entre Alain Juppé et Jean-François Copé, ou entre Hubert Védrine et, disons, Dominique Strauss-Kahn, eh bien, là, vous verrez des différences nettes sur la conception qu'ils ont de la France et la conception du rapport avec le monde que la France doit avoir par rapport à cela. Et donc, une fois encore, le clivage en France, il n'est pas gauche-droite sur les questions de politique étrangère, il est ailleurs. Il est entre gaulo-mitterrandisme d'un côté et atlantiste réinventé en occidentaliste ou en néoconservateur de l'autre. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde chose, c'est que lorsque l'on parle de la France et de la relation que la France doit avoir avec le monde, il y a toujours deux erreurs qui, depuis des années, se conjuguent et ou alternent l'une avec l'autre et qui sont, à mon avis, deux fondements intellectuels biaisés qui débouchent, encore une fois, sur des conclusions politiques qui sont faussées. La première erreur, enfin, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais ce sont les deux, c'est d'avoir une vision exaltée de la France, de penser que le monde entier vit sous le charme de la grandeur du pays et que le monde entier attend nos propositions pour aller mieux. Et donc de partir dans des accents maurassiens ou déroulédiens sur la grandeur de la France et de penser que nous pouvons encore, que la torche de la liberté éclaire encore le monde et que nous sommes encore au centre du monde. Cette vision n'a aucun rapport avec la réalité, elle conduit à des erreurs pratiques de dire c'est de ce type de conception, en tous les cas, qui fait que, comment se fait-il que la France n'a pas encore résolu la crise syrienne, la France ne s'est pas débarrassée d'AQMI au Sahel, la France n'est pas capable de demander à Pékin de réévaluer son renminbi, et la France n'a pas encore envoyé un commando pour libérer les Pussy Riot. Donc cette conception d'une France qui pourra avoir des marges de manœuvre totales et imposer sa volonté aux autres est une vision totalement dépassée de la France d'une part, des réalités internationales de l'autre. Mais l'autre vision, je dirais à la fois antagoniste mais finalement complémentaire, serait de dire que voilà, nous ne pesons plus rien, que Napoléon, Louis XIV, c'est terminé. Et encore, d'ailleurs, est-ce que c'est Napoléon d'Austerlitz ou de Waterloo, Louis XIV du milieu du Rhin ou d'une fin de règne souffreteuse dans laquelle nous sommes mis toute l'Europe à dos? Mais en tous les cas, de dire que la France fut un temps la première puissance mondiale, qu'elle ne l'est plus, et que donc, là encore, elle doit rentrer dans le rang. Elle doit rentrer dans le rang parce que le temps de l'indépendance est terminé, que le monde est dangereux, incertain et mobile, et que donc, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Finalement, cette conception du déclin de la France, les thèses déclinistes sont très puissantes en France. Elles ne sont pas, elles, en déclin. Elles sont, au contraire, en expansion constante, mais elles ont des racines anciennes.
Parce que finalement, pendant la guerre de 100 ans, un genre littéraire, la déploration, avait été créé pour déjà se plaindre de la dégradation de la France. Mais effectivement, lorsque l'on parle de la dégradation du statut de la France, tout dépend avec quelle comparaison. Est-ce que la France pèse moins dans le monde aujourd'hui qu'en juin 40 ? Est-ce que la France pèse moins dans le monde aujourd'hui qu'après Dien Bien Phu ? Est-ce que la France pèse moins aujourd'hui que lors de l'avènement de Louis XVIII ? Et donc on voit que ce type de comparaison vient d'une erreur d'analyse historique. Et puis surtout, cela vient d'une erreur d'analyse sur ce qu'est la puissance aujourd'hui. Parce que quand on dit que la France a décliné, c'est encore dans une croyance où un pays peut imposer sa volonté aux autres, où la puissance, c'est l'État A qui dit à l'État B comment agir et qui peut donc établir un rapport de domination bilatérale avec lui. Mais dire que la France ne peut à elle seule résoudre la crise, par exemple au Sahel, eh bien, qui peut le faire ? Déplorer que la France ne soit pas en mesure d'imposer la paix au Proche-Orient, qui d'autre peut le faire ? Et les limites de la puissance de la France qui sont réelles, qu'il ne faut pas sous-estimer parce que le monde, effectivement, et j'y reviendrai par la suite, est devenu beaucoup plus complexe, eh bien, finalement, lorsque l'on regarde les États-Unis, quelles sont les marges de manœuvre des États-Unis sur certains points ? Est-ce que les États-Unis, pourtant première puissance mondiale, arrivent à imposer la paix au Proche-Orient, qui serait pourtant dans leur intérêt national, arrivent à imposer à Pékin une réévaluation de sa monnaie, ou arrivent à imposer à Poutine qu'il établisse un régime politique comparable à celui de la Norvège dans les 6 mois ? Non. Donc on voit bien que les reproches sur l'inaction de la France ou son incapacité est en fait un reproche que l'on pourrait adresser à tous les autres. Mais quand on regarde également, quand on regarde de façon plus précise les marges de manœuvre de la France, on voit effectivement qu'il y a, dans la période récente, 2 évolutions majeures qui sont venues rétrécir le champ d'action de notre diplomatie et nos marges de manœuvre à l'international. La première évolution, c'est la fin de la guerre froide. Je parlais tout à l'heure de gaulo-mitterrandisme. Il est certain que pendant la guerre froide, la France, de par son positionnement particulier, avait une rente de situation diplomatique qui était incomparable. Rente de situation diplomatique dans la mesure où elle pouvait se dire occidentale sans apparaître comme, pour reprendre une expression qui fleurissait à l'époque, le laquais des États-Unis. Elle appartenait à la famille occidentale, mais elle n'était pas un clone des États-Unis et elle avait son mot à dire sur la plupart des sujets. Et très souvent, ce mot pouvait être différent de celui de Washington, ce que ne pouvait pas faire la Grande-Bretagne, autre grande puissance européenne qui avait lié son destin aux États-Unis et qui estimait que les États-Unis étaient pour elle un multiplicateur de puissance, ce que ne pouvait pas non plus faire l'Allemagne parce que Berlin-Ouest et l'ensemble du territoire allemand dépendaient du parapluie nucléaire et militaire américain pour rester libre et indépendant. Et donc, la relation particulière que nous avions avec les États-Unis nous distinguait de tous les autres pays occidentaux. Nous étions à la fois dans la famille occidentale, mais nous étions différents de tous les autres membres de la famille occidentale. Et en même temps, dans la relation que nous avions avec Moscou, eh bien, nous avions une relation non pas égalitaire, il y avait une superpuissance et une puissance moyenne, ou une puissance en tous les cas, mais nous avions la liberté à la fois de passer des alliances avec Moscou ou de parler d'une Europe qui irait de l'Atlantique à l'Oural, donc englobant l'Union soviétique et ne comprenant pas les États-Unis, mais en même temps, nous n'étions en rien un pays satellite de l'URSS. Et sur de nombreux points, dans toutes les grandes crises internationales majeures, mur de Berlin, crise de Cuba, euromissile dans les années 80, donc 2 pour De Gaulle, 1 pour Mitterrand, eh bien la France s'est rangée aux côtés de la diplomatie américaine par solidarité choisie et non pas par solidarité subie, ce qui change grandement les choses. Ce qui fait que dans le monde entier, et sur les 5 continents, la France avait une position spécifique qui lui donnait un éclat et qui en faisait un partenaire naturel parce qu'on savait qu'elle avait la garantie occidentale sans être soumise aux injonctions de Washington, qu'elle pouvait avoir des bonnes relations avec Moscou sans être dépendante des choix du Kremlin. Et ceci nous a donné une rente de situation qui nous permettait d'avoir une aura particulière sur l'ensemble des pays qui, de notre commerce extérieur à notre diplomatie, était très utile parce que acheter des armes à la France, pour prendre un exemple parmi d'autres, eh bien, ne créait pas une dépendance stratégique à l'une des 2 superpuissances et permettait un choix alternatif.
Le paradoxe, c'est que de Gaulle à Mitterrand, encore une fois, le sortir de Yalta, dépasser la logique des blocs a été le mot d'ordre de la diplomatie française. Et une fois qu'il a été atteint, par les événements, pas par l'action de la diplomatie française, mais une fois qu'il a été atteint, eh bien, ce qui était le souhait affiché et réel de la France, et qui était également son intérêt, est venu réduire nos marges de manœuvre parce que nous avons perdu cet avantage relatif vis-à-vis des autres nations, et notamment vis-à-vis des autres nations européennes d'une part, et du tiers-monde de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde de l'autre. Et donc, le fait que l'un des objectifs stratégiques essentiels de la France a été atteint a eu pour effet paradoxal de venir relativiser notre propre poids avec une moins grande importance au nucléaire, la fin du clivage Est-Ouest est bien sûr venue nous priver de la rente de situation que notre positionnement particulier dans ce clivage nous offrait. Il y a une seconde évolution sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, et en faisant une transition entre les deux thèmes finalement de cette conférence, parce que la fin de la guerre froide est venue fermer une parenthèse d'une cinquantaine d'années, un peu plus de 40. Donc une période historique relativement courte à l'échelle historique, justement, même si aujourd'hui les médias ne voient que tous les 24 heures, quand ce n'est pas encore à un rythme plus accéléré. Mais il y a une autre parenthèse historique qui est en train de se fermer. Et bien sûr, on ne peut pas la dater, de même qu'on ne peut pas dater de la fin de la guerre froide du 9 novembre 89. Si le mur de Berlin est tombé, c'est que la guerre froide était déjà en train de se terminer parce que Gorbatchev avait pris la décision essentielle de ne pas faire tirer sur la foule et que finalement le mur de Berlin est tombé parce que l'ordre bipolaire était déjà en train de s'enterrer. C'est là la causalité, ce n'est pas l'inverse. Mais en tous les cas, il y a une autre grande tendance structurelle qui se déroule sous nos yeux, qui a commencé il y a plusieurs années et qui continue et qui va encore continuer, mais qui là ne vient pas mettre fin à une époque historique de 50 ans, qui vient mettre fin à une période historique de 5 siècles. Donc ça veut dire que le changement sur les perceptions, le changement sur les réalités et le changement sur les mentalités est encore plus fort. Cette grande évolution stratégique, c'est tout simplement la fin du monopole du monde occidental sur la puissance. Pendant 5 siècles, le monde occidental a dominé le monde. Le monde ne s'en est pas toujours mieux porté, par ailleurs, parce que, contrairement à ce que disent les occidentalistes, nous n'avons pas apporté que les lumières, l'électricité. D'ailleurs, l'électricité en Afrique, on l'a apporté de différentes manières, et pas toujours des plus recommandables. Nous n'avons pas toujours apporté la civilisation, même si ça a été l'excuse de la colonisation et de la conquête du monde. Depuis 1492, depuis ce qu'on a appelé, là aussi, par un terme occidentalo-centré, européocentré, les grandes découvertes, on n'a découvert rien du tout. Ces peuples, ces continents existaient avant que nous n'y mettions le pied et qu'on procède à des massacres de grande échelle et au premier génocide, pas au premier génocide de l'histoire, il y en a avant, enfin en tout cas, au premier génocide commis par les Occidentaux. Et donc, à partir du moment où l'Europe se lance à la conquête du monde, elle le fait d'ailleurs parce qu'elle est divisée. Si l'Europe n'avait pas été divisée, elle n'aurait pas pu conquérir le monde. Au même moment, la Chine, qui pèse autant que l'Europe dans le monde, l'empereur ordonne d'arrêter les navigations, les conquêtes, et tout le monde obéit. Alors que Christophe Colomb, lorsque le roi du Portugal lui refuse de financer une expédition, il peut jouer sur l'Espagne, et puis, etc. Donc c'est la concurrence qui a permis à l'Europe de dominer le monde, et pendant 5 siècles, pendant 4 siècles, l'Europe va dominer le monde, elle sera relayée au XXe siècle par les États-Unis. Si vous prenez la carte du monde au début, avant la Première Guerre mondiale, eh bien, le monde est entièrement ou quasiment entièrement européen. Il n'y a que 2 États indépendants en Afrique, le petit Libéria et l'Éthiopie. En Asie, le Japon n'est pas encore une vraie puissance parce que l'ère Meiji n'a pas encore donné toute cette puissance au Japon. La Chine est sous le régime des concessions et l'Indochine, l'Indonésie sont occupées. Et si l'Amérique latine a obtenu son indépendance depuis un siècle, elle reste politiquement, psychologiquement, culturellement et économiquement complètement liée à l'Europe et également aux États-Unis. Donc le monde occidental a dominé le monde pendant 5 siècles et il a cru possible, et cela a été possible, d'imposer ses choix, d'être l'arbitre des élégances et de pouvoir dicter la conduite aux autres peuples. Et effectivement, il fut un temps où, lorsque les choses ne nous convenaient pas, on envoyait un bataillon et les choses étaient réglées.
Et lorsque j'entends aujourd'hui des gens qui demandent une intervention militaire en Syrie pour remettre de l'ordre, eh bien, c'est une conception qui est celle du XIXe siècle, de penser qu'une intervention militaire occidentale dans un pays autre peut encore régler les problèmes. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, en dehors d'une comparaison Libye-Syrie qui n'a pas de sens. Donc cette parenthèse, elle est en train de se terminer. Et c'est pour cela d'ailleurs que cela crée des angoisses dans le monde occidental, parce qu'il voit apparaître des zones de puissance qu'il ne connaissait pas, qu'il voit apparaître des concurrents qui n'existaient pas. Et le fait que le monde occidental ait perdu le monopole de la puissance n'est pas tellement lié au déclin du monde occidental, il est lié à l'émergence des autres mondes. Ce n'est pas tellement que le monde occidental est en déclin, ce déclin est un déclin relatif par rapport à une montée en puissance d'autres pôles de puissance qu'il serait faux et illusoire de résumer au seul BRIC ou au seul BRICS si on ajoutait au Brésil, à la Russie, à l'Inde et à la Chine l'Afrique du Sud. Parce que, en fait, sous des formes diverses, avec des statuts diversifiés, avec des moyens différenciés, ce sont une soixantaine de pays que l'on pourrait qualifier d'émergents. Cette catégorie des BRICS est une catégorie parfaitement artificielle et, comme souvent, l'artifice a créé une réalité parce qu'il y a maintenant un sommet des BRICS et ces pays se réunissent. Mais au départ, c'est la banque Goldman Sachs qui, peu après le 11 septembre 2001, pour rassurer les marchés et pour créer un facteur d'optimisme, parle de pays émergents, des BRICS, en mettant donc Brésil, Russie, Inde, Chine, en disant que ce sont des pays à forte population et à fort potentiel de croissance. Message à peine subliminal, ayons confiance dans l'économie, elle peut redémarrer après l'explosion et l'attentat contre les Twin Towers. Mais en fait, ces pays n'ont rien en commun. La Russie n'est pas un pays émergent, c'était la seconde puissance mondiale il y a quelque temps. La Chine et l'Inde, l'une est membre permanent du Conseil de sécurité, l'autre aspire à l'être et ne le sera pas avant longtemps, et le Brésil est encore dans une condition différente puisqu'il n'est ni nucléaire, ni membre permanent du Conseil de sécurité. Donc on a créé une catégorie artificielle, mais comme très souvent les catégories artificielles créent de la réalité, et ces pays désormais se concertent sur différents domaines, sauf que d'un point de vue stratégique, ils n'ont pas les mêmes intérêts. L'Inde et la Chine sont loin d'être des amis. La Russie et la Chine se regardent avec méfiance, du moins avec inquiétude de la part de la Russie sur la Chine, et le Brésil, dans son système politique et dans sa projection internationale, n'a pas grand-chose à voir avec la Russie et la Chine. On peut y ajouter l'Afrique du Sud, mais en fait, quand on regarde l'état du monde, on voit qu'il y a une soixantaine de pays, et par rapport au vieux clivage Est-Ouest, sur lequel se superposait pendant quelque temps un clivage Nord-Sud. Le monde occidental d'un côté, le monde communiste de l'autre, et par référence aux tiers États de CIS, le tiers-monde, expression inventée par Alfred Sauvy en 1952. Il n'y a plus de tiers-monde. Il n'y a plus de tiers-monde. Il n'y a rien à voir aujourd'hui entre la Somalie, le Qatar, la Corée du Sud, Haïti, le Brésil, le Lesotho, qui tous étaient des États du tiers-monde il y a une quarantaine d'années et qui maintenant sont dans des catégories tout à fait différentes. Et en fait, par rapport à un monde occidental en déclin relatif, le monde occidental reste le premier pôle de puissance. Il reste la partie la plus riche du monde. Il a un PNB par habitant qui est supérieur à tous les autres. Il a des équilibres sociaux, même s'ils sont menacés, en difficulté, etc., qui n'ont rien à voir. Les Chinois commencent à avoir une protection sociale que les pays européens, un système de retraite que les pays européens ont et occidentaux ont depuis très longtemps. Donc il y a toujours une matrice de puissance, une matrice de richesse très forte dans le monde occidental. Simplement, il avait le monopole auparavant, il doit subir la concurrence, l'apparition des autres depuis. Et c'est ça qui crée chez certains un réflexe occidentaliste. C'est-à-dire que chez certains, la montée en puissance d'autres mondes n'est pas vue comme une opportunité ou comme un signe de justice. On pourrait, au final, d'un point de vue strictement humain, se féliciter que des dizaines de millions de Chinois, d'Indiens ou de Brésiliens n'aient plus se coucher en ayant faim le soir. On pourrait s'en satisfaire. On pourrait penser que ce sont autant de marchés nouveaux, de coopérations nouvelles, et que des pays un peu plus affirmés pour résoudre les grandes questions qui se posent au monde ne sont pas de trop, pour apporter une gestion un peu plus maîtrisée des affaires mondiales. Mais certains les voient comme étant une concurrence indue, comme étant une concurrence imméritée, comme étant une concurrence venant de la part de pays qui ne partagent pas nos valeurs.
Ce débat sur les valeurs est essentiel parce que très souvent on nous dit, voilà, ces pays n'ont pas les mêmes valeurs que nous et ils sont un danger parce qu'ils ne partagent pas nos valeurs démocratiques. Les valeurs universelles, c'est tout un débat parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a à la fois des valeurs qui seraient occidentales et qui seraient universelles, sauf à les imposer aux autres. Il y a des valeurs universelles, le respect de la personne, la démocratie, l'intégrité physique, la dénonciation de la torture, qui ont été adoptés par les pays occidentaux, mais qu'ils ont également malmenés, parce que finalement, Guantanamo, ce n'est pas en Chine que ce n'est pas les dirigeants chinois qui l'ont créé, et la guerre d'Irak, ce n'est pas la Russie qui l'a lancée. Donc ce débat est en partie hypocrite, mais il crée chez certaines élites politiques et, disons, intellectuelles du monde occidental la perception d'un danger, d'une machine de guerre chinoise qui va nous manger. On dit d'ailleurs sur la Chine ce qu'on disait sur le Japon il y a une vingtaine d'années, que des équilibres sociaux non respectés dans ce pays permettraient de porter atteinte par avantage concurrentiel indu aux équilibres sociaux existants dans le nôtre. Par la montée démographique de l'Afrique, par la montée en puissance stratégique de l'islam, qui serait autant de dangers sur nos sociétés. Et que par rapport à ces dangers, il faut se défendre, et que dans la mesure où le monde occidental garde la suprématie militaire, il est justifié, nécessaire, légitime de se défendre, y compris par des moyens militaires, contre la montée en puissance des autres. C'est ce type de raisonnement qui peut créer des guerres qui risquent de se retourner contre ceux qui les mènent, parce que Le Monde publiait encore hier un article disant que l'armée américaine voulait arrêter de former la police afghane parce que les policiers afghans se retournaient contre eux et créaient plus de morts finalement que les talibans. Beau succès de l'intervention militaire lancée en 2000 en Afghanistan. Et donc pour tous ceux qui pensent qu'une intervention militaire occidentale dans un pays autre est une affaire réglée en quelques heures, eh bien le problème c'est que les guerres sont gagnées très facilement, mais que le jour d'après, les problèmes commencent. Le 23 avril, Saddam Hussein a été renversé et c'était très facile pour les Américains, et c'est quelque temps après que les problèmes ont commencé pour l'armée américaine en Irak. Et donc le fait de dire que les problèmes politiques auxquels le monde est confronté sont solubles par des solutions militaires amenées par le monde occidental est une erreur d'interprétation très forte qui conduit à des catastrophes et qui conduit en fait à accélérer le déclin relatif du monde occidental. Il y a un déclin relatif des États-Unis qui est lié à la montée en puissance des autres, mais George Bush est venu accélérer ce déclin relatif par sa politique, notamment au cours de son premier mandat, par une politique unilatéraliste qui ne tenait pas compte des réalités internationales et qui est venue, non pas créer, mais accélérer le déclin des États-Unis. Et donc par rapport à ce monde occidental, eh bien, il y a non pas 4 ou 5 pays émergents, mais il y en a une soixantaine. Pour revenir à mon propos de tout à l'heure, le tiers-monde n'existe plus, et nous sommes, nous, pays occidentaux, finalement confrontés à deux défis différents de la part de ce qui fut aujourd'hui le tiers-monde et qui se traduit aujourd'hui par les pays émergents et par les États faillis. Les pays émergents, c'est une soixantaine d'États, mais qui ne sont une fois encore pas que les BRICS, mais on peut ajouter le Mexique, l'Argentine, le Chili, le Ghana, la Zambie. Il y a dans le monde, l'Indonésie, la Malaisie, il y a sur les 3 autres continents africains, latino-américains et asiatiques, une soixantaine de pays qui ont une croissance de 5% par an, minimum, qui acquièrent une certaine stabilité politique pour la plupart, et qui donc sont depuis une dizaine d'années sur une pente ascendante. Bien sûr, l'émergence de la Chine n'a pas le même impact sur la scène mondiale que celle du Ghana, par la taille de la population, mais il ne faut pas se focaliser que sur ces 4 pays les plus visibles. Et puis il y a à côté une trentaine, une quarantaine d'États faillis. D'États faillis, d'États dans lesquels l'État n'existe plus, il n'y a plus de gouvernement légitime, le monopole de la violence légitime n'est plus exercé, et donc ce sont des États qui sont plus gouvernés et qui sont autant de trappes à pauvreté, de développement du crime organisé, de développement ou de havre du terrorisme. Et donc ce sont des États qui n'arrivent plus à exercer les compétences qui sont celles d'un État, c'est-à-dire la sécurité et la gestion d'un pays.
Et là aussi, ces pays sont très divers. À sa manière, Haïti est un État failli. La Somalie, le Zimbabwe, certains pays du Sahel, etc. Et donc, le monde occidental est confronté à ce double défi, la gestion des États faillis, qui sont des sources d'instabilité extrêmement fortes, et la concurrence des États émergents, qui, eux, pourraient être des partenaires extrêmement utiles par rapport à ce défi-là. Tout dépend, bien sûr, comment nous réagissons. Si nous voyons les autres comme des adversaires, nous allons accélérer nos déclins. Si nous les voyons comme des partenaires, eh bien, nous allons faire de la place autour de la table, mais de toute façon, ils ne vont pas nous demander notre avis. Ils ne nous demandent pas notre avis. Les autres pays, lorsque des pays occidentaux estiment encore être en mesure de faire des leçons sur les droits de l'homme aux uns et aux autres, ils suscitent au mieux des sourires polis, au pire la colère et l'indignation. Et donc penser que nous pouvons encore chapitrer les autres pays en leur disant ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors qu'ils considèrent que notre économie est moins en forme que la leur, et que nous avons nous-mêmes, à maintes reprises, foulé aux pieds les principes dont nous nous revendiquons, ne serait pas une bonne méthode si l'on veut maintenir un statut honorable et une présence stratégique et une prospérité économique satisfaisante. C'est plutôt en faisant des partenariats avec eux que nous pouvons le faire, parce que pendant très longtemps, on se demandait si le monde était unipolaire ou multipolaire. On peut dire aujourd'hui que le monde n'est pas multipolaire, parce qu'il n'y a pas encore d'équivalent à la puissance américaine. Les États-Unis restent la seule hyperpuissance du monde, mais en même temps, le monde n'est pas unipolaire, parce que les États-Unis ne peuvent pas décider seuls de ce qui se passe dans le monde et de ce que doivent faire les autres États. Et que l'erreur dramatique de George Bush a été de croire dans un monde unipolaire, d'où la guerre d'Irak, en pensant que c'est une guerre facilement gagnée et que les pays qui ne sont pas d'accord devront se taire parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine, mais du coup la faillite stratégique, morale et économique de la guerre d'Irak, alors que, en fait, on voit sur bien des points que les États-Unis ne peuvent pas imposer leurs points. Bien sûr, il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. On suit les élections américaines. Je pense qu'on suivra un peu moins celle-ci que celle d'il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, il y avait la nouveauté Obama qui est largement émoussée cette année. Mais en tous les cas, aujourd'hui, pour à peu près tous les pays du monde, la relation bilatérale la plus importante est celle qu'il entretient avec Washington. Du temps de la guerre froide, ce n'était pas le cas. Du temps de la guerre froide, il y avait un tas de pays qui avaient une relation bilatérale plus importante que celle qu'il avait avec Washington. Aujourd'hui, et cela est vrai aussi bien pour les amis des États-Unis que pour ses rivaux ou ennemis. Le fait que la relation la plus importante soit avec Washington est aussi vrai pour Pékin que pour Londres, aussi vrai pour Tel Aviv que pour Téhéran, aussi vrai pour Pyongyang que pour Séoul. Parce que, amis ou ennemis, c'est quand même à Washington qu'est la clé la plus importante des différentes serrures qui se posent pour un pays. Donc il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine, mais en même temps, il n'y a pas unipolarité parce que si le monde était unipolaire, par exemple, pour reprendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure, la Chine aurait depuis très longtemps réévalué sa monnaie parce que cela fait une dizaine d'années que les autorités américaines lui demandent de le faire et que dans un monde unipolaire, on obéit. Si le monde était unipolaire, Téhéran aurait depuis longtemps cessé son programme mi-ouvert, mi-clandestin d'enrichissement de l'uranium, parce que là aussi, c'est une demande ancienne et constante des États-Unis. Si le monde était unipolaire, Netanyahou aurait immédiatement arrêté la colonisation des territoires palestiniens, parce que Obama lui a demandé solennellement, et que Netanyahou a pensé, à juste titre apparemment, qu'il pouvait se passer d'obéir à Obama. Et je pourrais multiplier les exemples qui montrent que les États-Unis, pour puissants qu'ils soient, eh bien, ne sont pas en mesure d'imposer leur agenda au reste du monde parce que le monde est en voie de multipolarisation. Et que la puissance, elle est en fait émiettée, elle est en fait diverse, elle est en fait complètement partagée entre des dizaines, voire plus d'acteurs. Au XIXe siècle, Bismarck pouvait dire « Les relations internationales, c'est simple, dans un système à 5, il faut être 3 contre 2 ». Parce qu'au XIXe siècle, il y avait 5 acteurs internationaux majeurs, et c'était tout. Une fois qu'on avait parlé des Russes, des Anglais, des Allemands, des Austro-Hongrois et des Français, on avait fait le tour des puissances.
Et donc Bismarck pouvait, et il l'a fait intelligemment d'ailleurs, pour le plus grand bien de son pays et pour le plus grand malheur d'une autre, Bismarck a défendu l'intérêt national allemand en jouant à chaque fois 3 contre 2. Aujourd'hui, qui peut penser ça ? La grande difficulté, c'est que le monde est devenu multiple et complexe, tout simplement parce que le nombre d'acteurs a augmenté. Il n'a pas augmenté, il a explosé. On parle parfois de prolifération nucléaire. La vraie prolifération, c'est celle du nombre d'États. 50, une cinquantaine lorsque l'ONU a été créée, 193 aujourd'hui. Et donc, le nombre d'États, et dont certains d'ailleurs n'ont pas les capacités à être des États, puisqu'ils ne peuvent pas assurer leur rang et ne peuvent pas assurer leur statut étatique. Mais on voit donc qu'aujourd'hui, eh bien, y compris les États-Unis, doivent jouer sur un maximum de claviers lorsqu'ils prennent une décision, parce que telle décision qu'ils prennent par rapport à l'Égypte aura des répercussions vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Tunisie, vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des pays européens, et que c'est à chaque fois une somme de calculs à faire extrêmement nombreux et diversifiés, parce que le nombre d'États a explosé. Mais s'il n'y avait que les États comme acteurs, les acteurs internationaux ne sont plus que les États. Lorsque, en 1962, Raymond Aron écrivait son livre phare sur les relations internationales, Paix et guerre entre les nations, il pouvait dire effectivement que les relations internationales se résumaient ou pouvaient être symbolisées par 2 acteurs, le soldat et le diplomate, paix et guerre entre les nations, et que les États étaient au cœur, que les relations interétatiques résumaient les relations internationales. Mais aujourd'hui, d'Amnesty International à Al-Qaïda, dans des genres différents, des cartels de la drogue latino-américains aux grandes firmes multinationales, on voit bien que le nombre d'acteurs, il a été démultiplié. Il y a bien sûr les firmes multinationales dont l'impact politique est extrêmement fort, les différentes ONG qui ont un impact également sur la décision, y compris étatique, extrêmement fort, et tous ces acteurs informels, pour ne pas parler des individus. Staline disait, le pape, combien de divisions pour en fait dénier au pape tout rôle politique en disant que comme il n'était pas à la tête d'une armée, les gardes suisses, c'est quand même pas ça, eh bien le pape ne pouvait pas peser sur la décision politique. Aujourd'hui, qui pourrait dire que le pape ou le Dalai Lama n'a pas un rôle politique important ? On peut dire que son soft power, bien sûr, est plus important que son hard power, pour reprendre la terminologie de Jonah qui distingue la puissance dure et la puissance douce. Mais en tous les cas, on voit que ces différents acteurs, que le nombre de personnes qui peuvent avoir une influence sur la décision finale et qui peuvent donc émettre un jugement dont il est tenu compte, plus personne ne décide seul et chacun a une petite part de la décision. Et le grand changement dans les relations internationales, outre la fin du monopole occidental sur la puissance, c'est l'émergence, parce que c'est ça finalement aujourd'hui le principal acteur des relations internationales, c'est l'émergence de l'opinion, des opinions, parce qu'elles sont diverses, sur la scène internationale, dont le printemps arabe a été une illustration parmi d'autres. Le temps où Richelieu pouvait faire seul la politique de la France dans le secret de son cabinet, ce temps est révolu. Aujourd'hui, un président, un ministre doit venir s'expliquer devant l'opinion et expliquer à l'opinion des autres États ce qu'il fait. Finalement, les États-Unis étaient le pays le plus puissant du monde, mais comme ils étaient également le plus impopulaire sous George Bush, avec des taux de désapprobation sur leur comportement international qui n'étaient pas, contrairement à ce que certains ont dit, de l'anti-américanisme. Les gens allaient voir les films d'Hollywood, écoutaient Michael Jackson, portaient des nacs et criaient « à bas les États-Unis ». Parce que ce qui a été critiqué, c'était pas... Et tout le monde voulait aller dans les universités américaines. Ce qui a été critiqué, c'était pas le mode de vie américain, la société américaine, c'était la politique extérieure des États-Unis. Et donc, lorsque vous vous heurtez à l'opinion, eh bien, que vous faites un cavalier seul par rapport à l'opinion, vous heurtez à un mur qui vient éroder votre puissance parce que l'opinion a pris de plus en plus le pouvoir. Et cela, bien sûr, est lié aux réseaux sociaux, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui devenu impossible de faire durablement une politique étrangère impopulaire dans son propre pays, et il est difficile de faire durablement une politique impopulaire dans le reste du monde.
Si vous faites une politique impopulaire dans le reste du monde et qu'elle est populaire dans votre pays, ce fut le cas de George Bush pendant son premier mandat, au fur et à mesure, il est devenu impopulaire dans son propre pays parce que les gens lui ont dit que l'image des États-Unis était érodée et de nombreux Américains ont été soulagés lorsque Obama a été élu, non pas parce qu'ils étaient... Pardon. Non pas parce qu'ils étaient démocrates, mais qu'ils en avaient assez d'être critiqués en tant qu'Américains lorsqu'ils allaient à l'extérieur. Et donc, si vous faites durablement une politique étrangère qui est impopulaire, eh bien, vous avez des difficultés sur le plan intérieur, et ceci ne concerne pas que les démocraties. La distinction binaire, manichéenne entre nous, les bonnes démocraties, et les autres, merci, les barbares, les dictatures, ne tient pas la route. Il y a 500 millions d'internautes en Chine. Donc oui, la Chine n'est pas une démocratie, la Chine n'est pas une Suisse transportée en Asie. Selon nos critères, la Chine n'est pas un pays démocratique et il y a régulièrement des opposants qui sont opprimés, etc., etc. Mais il y a une opinion publique en Chine. Une opinion publique qui se fait entendre, des fois d'ailleurs en exigeant de son gouvernement qu'il soit plus ferme par rapport aux puissances étrangères, parfois en demandant d'être plus efficace dans la lutte contre la corruption ou contre la pollution. Corruption et pollution sont les deux thèmes les plus mobilisateurs, enfin dans la lutte contre la corruption et la pollution sont les thèmes les plus mobilisateurs en Chine, mais il y a une opinion publique en Chine. Lorsqu'on dit que la Russie est une dictature, oui, la Russie n'est pas une démocratie, la presse est contrôlée, il y a une presse un peu pour les élites qui est libre et la presse plus populaire est contrôlée, la justice n'est pas indépendante, etc., etc. Mais penser que les Pussy Riots sont l'avant-garde de la démocratie en Russie est faux, puisqu'il n'y a que 10% de la population qui la soutient, et que l'opinion russe fait d'autres reproches à ces autorités, et qu'il y a le développement d'une société civile en Russie également. Et donc, il faut cesser, si l'on veut être concret et réaliste, il faut cesser d'avoir cette vision manichéenne du monde entre eux et nous, le bien, le mal, qui est une conception qui existait déjà du temps de la guerre froide, l'empire du mal de Reagan, et qui ne correspond pas à la réalité parce que le monde est beaucoup plus complexe, nous ne sommes pas si parfaits que cela, et il y a des points positifs dans les autres pays. Parce que dans tous les pays, l'Arabie saoudite n'est pas une démocratie, loin de là. Mais si le roi fait une politique qui est trop impopulaire, il n'aura pas de sanctions parlementaires. Il n'aura pas une motion de censure, il ne sera pas désavoué par un vote. Il va simplement laisser plus d'espace au terrorisme qui veut lutter contre le régime. Et donc chaque régime, qu'il soit démocratique ou qu'il soit non démocratique, doit faire face à une forme d'opinion. Il n'y a plus qu'un seul État aujourd'hui totalitaire, et apparemment il y a des espoirs que ça change. Il n'y a plus qu'un seul État totalitaire au monde, c'est la Corée du Nord. Dans tous les autres États, à des degrés divers, il y a des sociétés civiles et des citoyens qui s'expriment en risquant, là aussi, des peines diverses de répression. Nul n'est parfaitement libre, mais nul n'est totalement soumis. Et le fait que on a parlé du printemps arabe, c'est une pression un petit peu curieuse, puisque les événements sont nés en plein hiver, en décembre, donc... On a fait une première erreur lorsqu'on a parlé de cela. On a dit il y aura un effet domino dans tous les pays arabes, tous les régimes vont être renversés. Non, dès le départ, on pouvait voir que non. Pourquoi ? Parce que, et même si je vous ai dit tout à l'heure que les acteurs internationaux devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés, l'État reste l'échelon essentiel de la vie internationale. L'État reste le pivot des relations internationales. Il n'a plus le monopole des relations internationales, il reste le pivot qui oriente les autres. D'ailleurs, finalement, de Ben Laden à Médecins sans frontières, c'est bien aux États que les uns et les autres s'adressent dans la diversité de leurs revendications politiques. Donc l'État demeure le pivot, et dans le monde arabe, eh bien, on voit qu'il n'y a pas un printemps arabe, qu'il y a 22 situations nationales différentes, parce que, tout simplement, il y a une histoire propre, et que pourquoi il y a bien sûr un Maghreb, mais la Tunisie n'a rien à voir avec l'Algérie, parce que la demande démocratique, la demande pour un meilleur partage, la demande dans la lutte contre la corruption, la contestation des autorités est la même, sauf que dans un cas, il y a le souvenir traumatique de la guerre civile de 90 qui vient freiner les ardeurs démocratiques d'un pays, traumatisme que la Tunisie n'a pas connu. Donc,
l'échelon national reste primordial dans les questions internationales, dans la vie internationale, et chaque pays a un ADN stratégique qui lui est propre et qui fait la différence avec les autres, au-delà de ce qu'il peut y avoir de commun entre les uns et les autres. Et l'opinion, après, va s'exercer sa force et sa puissance dans deux sens, selon deux autres critères. Le premier, c'est le taux d'alphabétisation, et c'est finalement, il y a eu une révolution en Tunisie, il n'y en a pas au Maroc, parce que toute la population était alphabétisée en Tunisie, qu'il y a 40 à 30% d'alphabétisme au Maroc. Ce n'est pas le seul critère, il y a une légitimité du roi plus importante au Maroc, il a été en avance sur les réformes alors que Ben Ali était en retard, mais ce critère compte également. Et effectivement, par rapport à une population d'alphabètes, la demande politique est moins forte. Et le troisième critère, c'est le taux de développement. Pour qu'il y ait des demandes politiques, il faut qu'ait émergé une classe moyenne. Qu'ait émergé une classe moyenne, et certains économistes avaient dit qu'à partir de tant d'euros de PNB par habitant, les demandes démocratiques étaient plus fortes. Mais effectivement, si vous avez 1 ou 2 dollars par jour et par habitant, votre souci, c'est pas de vous faire entendre, c'est de vous nourrir pour le jour. Et cela n'a rien à voir. Et si vous cumulez le taux d'alphabétisation et le PNB par habitant, vous débouchez là sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, si vous avez 1 dollar par jour et pas d'électricité, vous n'avez pas accès à Internet et à Facebook. Et que ce qu'ont changé ces réseaux sociaux, c'est une capacité d'accès à l'information et une capacité d'accès à la mobilisation qui n'existait pas. Andrei Gratchev, qui était le porte-parole de Gorbatchev, a sorti l'an dernier un livre qui fait l'historique, et une historique en plus dégagée, pas suiviste par rapport à celui qui fut son patron, du moment Gorbatchev, de la politique de Gorbatchev. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir à Moscou en 1985, les informations que reçoivent les membres du Politburo, donc du gouvernement de la seconde puissance mondiale, les informations que reçoivent les membres du Politburo du Parti communiste d'Union soviétique sont filtrées par quelques apparitchiks, par 3-4 apparitchiks du département international du PC. Ils n'ont pas BBC, ils n'ont pas Internet. Aujourd'hui, aucun pays, même dans le pays le plus dictatorial, les membres des autorités, les membres du gouvernement ont un accès direct à ce qui se fait à l'étranger sans que ça soit filtré par une demi-douzaine d'apparitchiks. Donc le rapport à l'information, le monopole du pouvoir sur l'information a été brisé par ces réseaux sociaux, par ces nouveaux moyens technologiques. Pendant très longtemps, on s'est demandé si ces nouveaux moyens technologiques étaient une façon d'asservir les gens ou au contraire de pouvoir les mettre à leur disposition des outils de résistance, de capacité. L'histoire a tranché pour la seconde version par rapport à la première. Bien sûr, on a pu écrire que George Orwell, lorsqu'il a écrit 1984, ne pouvait pas rêver d'avoir autant d'instruments qui surveillent à ce point, et qu'aujourd'hui, avec votre téléphone portable et votre carte bancaire, on peut à peu près tout savoir de vos goûts, des endroits où vous êtes allés, de vos horaires, etc. Mais en même temps, ça donne aux individus et aux citoyens et au peuple en tant que tel un poids dans la décision qui n'a jamais existé auparavant. Et donc la grande force, c'est ça, la grande nouveauté, les deux grandes nouveautés, c'est la perte du monopole du monde occidental et l'émergence des opinions. Et donc dans ce monde renouvelé, quelles sont les marges de manœuvre de la France ? Eh bien c'est ça, c'est que si la France veut jouer dans la catégorie un peu nostalgique d'un pays qui, parce qu'il aurait fait la Révolution française, peut encore dire aux autres comment se comporter, on va au-delà des plus grands problèmes. Mais par contre, et donc de donner des leçons, de dire aux autres ce qu'il faut faire et ne pas faire, ne peut que conduire à des éclats de rire généraux. Par contre, ce que je constate personnellement, c'est que même si la France ne peut plus, elle ne doit pas être considérée comme la première puissance mondiale, on ne peut pas dire que c'est une puissance moyenne. Si la France était une puissance moyenne, ça voudrait dire qu'on est au 85e rang mondial. Il y a 193 États à l'ONU. Non. Disons qu'il y a quelques puissances dans le monde, la France en fait partie. Il y a une hyperpuissance, il y a des puissances montantes, mais il y a quelques puissances dont aucune ne peut décider seule ce qui doit se passer dans le monde, dont aucune ne peut fixer les règles de façon unilatérale, mais dont chacune participe à l'influence
sur les décisions et sur la marge de ce qui se fait. Et c'est là que la France peut agir. Pourquoi ? Parce que, en fait, on nous crédite encore, pour combien de temps, je ne sais pas, mais on nous crédite encore, de Buenos Aires à Dakar, en passant par Pékin, Pretoria ou Ulaanbaatar, on nous crédite encore d'une capacité à penser globale. La France, parce qu'elle a été un pays universel, et parce qu'elle ne peut pas avoir l'illusion aujourd'hui d'imposer aux autres, illusion que les Américains ont régulièrement. Donc la France est aussi universelle que les Américains, mais elle ne peut pas, elle n'a pas le droit, elle, d'avoir l'illusion de pouvoir imposer sa volonté aux autres. C'est là où elle peut dégager des marges de manœuvre tout à fait spécifiques. Et c'est lorsque la France est porteuse de causes qui la dépassent, de causes, les autres pays du monde ne sont pas sensibles à la grandeur de la France. Et on peut les comprendre. Mais c'est si la France, sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur le multilatéralisme, sur la gouvernance mondiale, sur l'arrêt de la torture dans le monde, sur une pacification des relations internationales, apporte des solutions de façon modeste, crée des coalitions autour d'elle, et n'a pas l'illusion qu'en venant seul et en ayant décidé seul, on peut apporter des solutions toutes faites aux autres, c'est là que la France, finalement, dans une sorte de gaulo-mitterrandisme réinventé, adapté aux nouvelles mutations stratégiques, c'est là que la France, sans se prendre pour une hyperpuissance, peut avoir des marges de manœuvre qui peuvent bien sûr être utiles à son rayonnement, mais qui peuvent également être utiles pour la marche du monde. Je vous remercie. Merci infiniment Pascal Boniface pour cette présentation aussi rigoureuse que pondérée. Merci aussi pour les espoirs qu'elle suscite et pour la manière dont vous replacez un petit peu la situation de la France dans une perspective historique et dans les enjeux internationaux. Alors je vous présente, quand je dis pas à vous puisque vous les connaissez déjà, mais donc je présente à l'auditoire deux membres très actifs de l'association Isegoria. Ils le sont tous, hein, mais évidemment il n'y a que 2 places sur le podium. Voilà, donc je vous présente Julie, qui est à la gauche de notre invité, et puis Pierre Baptiste, voilà, qui lui-même est président de l'association. Et donc Julie et Pierre Baptiste ont des questions à vous poser. Bonjour à tous, bonjour Pascal Boniface. Je voulais vous poser une question peut-être un peu plus légère sur un sujet qui vous passionne, le sport. Je sais que vous êtes un grand fan de foot, supporter du PSG, que vous avez suivi avec ferveur les Jeux Olympiques de Londres. Et je voulais vous poser une question, j'aimerais que vous nous expliquiez un phénomène qu'on a pu remarquer tout au long du XXe siècle, qui est une sorte de la part des principales nations du monde, elles ont déserté un peu le champ stratégique, notamment de la conquête spatiale, à part des grands projets pour Mars, mais dans un horizon à plus long terme, pour le réinvestir dans le champ du sport notamment, les Jeux Olympiques, l'organisation de la Coupe du Monde, de grands événements sportifs mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement et quelles en sont les causes ? Je ne pense pas que ça soit des vases... Ça marche, oui, vous m'entendez au fond, oui. Je ne pense pas que ce soit des vases communicants et que les pays ont dit on arrête de conquérir la Lune, et je ne pense pas que Lance Armstrong ait remplacé Neil Armstrong. Ce n'est pas des vases communicants comme cela. Mais bon, je trouve que c'est très courageux pour un Nantais de parler de football. C'est quand même une résistance à la réalité qu'il faut saluer. Mais c'est vrai que les grandes compétitions sportives mondialisées attirent de plus en plus, et que le sport a toujours eu une importance stratégique. Lorsque Coubertin réinvente les Jeux Olympiques, il a quand même, au-delà de l'hypocrisie de dire que c'est apolitique, il a un but, c'est pacifier les relations internationales. Le second, c'est de réarmer la France contre l'Allemagne, qui est nettement moins pacifique. Mais que la médiatisation du sport, et notamment Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., a donné une importance encore plus grande, et que les sportifs sont un peu des champions finalement, ou plutôt des ambassadeurs en short ou en kimono, et que
là où disons qu'il n'y a pas de vase communicant, mais il y a des parallèles. Pendant la guerre froide, il y avait une compétition pour la conquête spatiale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film qui a dû sortir lorsque vous n'étiez pas encore né, qui s'appelle L'étoffe des héros en français, sur la conquête spatiale, la concurrence sur fond de guerre froide entre Union soviétique et États-Unis, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité. Parce qu'en même temps, envoyer quelqu'un sur la Lune ou envoyer un satellite, c'est aussi pouvoir maîtriser l'espace, et donc avec une version militaire. Il y a une époque, une blague anticommuniste qui était que Yuri Gagarin, donc, qui a été le premier homme mis sur orbite, était l'homme le plus malchanceux du monde, puisqu'il avait fait plusieurs fois le tour de la Terre, il était retourné en Union soviétique. C'était vraiment pas de chance pour lui. Et au-delà de cette compétition pour l'espace, il y a une compétition sportive. Chacun faisait le compte des médailles. Et que, effectivement, le sport fait partie du rayonnement d'un pays, que chacun veut tenir son rang, que les Britanniques étaient très contents d'avoir réussi leur jeu en termes de capacité d'accueil, pas d'attentats, événements festifs, etc., le rang des médailles, et que donc il y a une projection de la puissance, et que le sport est une sorte de puissance douce, de rayonnement universel et sympathique. Moi, je sais que dans une période, hélas, un peu lointaine, de 98 à, disons, 2003-2004, dès que j'allais à l'étranger, on me parlait d'abord des Bleus. Maintenant, c'est les Bleus à l'âme, mais c'est... Donc le sport est un moyen de rayonnement et qui reste effectivement, qui est de plus en plus important parce qu'il est de plus en plus médiatisé. C'est une façon douce d'exister sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'en fait, ça participe de la soft power dont vous parliez tout à l'heure. C'est oui. un des éléments du soft power. Je veux dire, la Jamaïque, grâce à Usain Bolt, dépasse son horizon et son statut économique. Et chaque champion, s'il correspond un peu aux valeurs morales, bien sûr, Lance Armstrong, c'est un peu différent, mais chaque champion est quelqu'un qui incarne son pays et qui peut le donner une image sympathique. Pendant des années, alors que le Brésil n'était pas un pays développé économiquement ni politiquement stabilisé, l'équipe de football, il y avait deux choses qui étaient sympas au Brésil, c'était la samba et l'équipe de football, qui était une projection positive du pays partout dans le monde. Alors, vous êtes un grand fan de foot, mais aussi de politique, et d'ailleurs, vous aviez souvent les deux. Donc, qu'est-ce que vous diriez du nouveau changement en termes de diplomatie française avec le nouveau locataire de l'Élysée ? Comment analysez-vous, par exemple, le choix de Laurent Fabius comme ministre des Affaires étrangères ? Le choix de Laurent Fabius comme ministre des Affaires étrangères est un choix, disons que Laurent Fabius se situe, d'après mon critère, plutôt dans la famille gaulo-mitterrandiste, et donc comme tenant de cette ligne, je m'en félicite plutôt, et finalement la Sifatou a rendu très service à cette ligne d'un certain côté. Comme vous le savez, c'est aussi des choix de politique intérieure. La composition d'un gouvernement correspond aux qualités que l'on prête à chacun, d'une part, et également aux équilibres internes dans une équipe par rapport au soutien. Et en même temps, il y a quand même quelques postes régaliens dans lesquels on attend des gens, disons que Laurent Fabius, de par son expérience, est légitime au Quai d'Orsay. On verrait plus difficilement quelqu'un qui n'aurait jamais exercé de grandes responsabilités ou qui n'aurait pas une connaissance de cela très, très forte. Pour l'instant, en fait, ce que disent un peu tous les observateurs attentifs, dans les médias, parmi les intellectuels, et au Quai lui-même, c'est que, je ne le dis pas par amitié, mais que les deux grands ministres des Affaires étrangères de la 5e, ça a été Védrine à gauche et Juppé à droite. Juppé en deux fois, Védrine en une seule. À eux deux, ils ont d'ailleurs cumulé à peu près la même période. À la fois parce qu'ils avaient une réflexion sur leur pratique, et qu'ils n'ont pas été simplement des praticiens de la diplomatie, ils avaient également une réflexion globale sur ça. Pour aller, alors, sans vouloir faire de la politique intérieure, j'ai assisté au discours de François Hollande devant la conférence des ambassadeurs lundi dernier. Ce que j'ai écrit, donc je peux le dire également, c'est que c'était une copie qui était propre, rien ne manquait. Il manquait cette vision de la France dans le monde. Il manquait cette vision que Juppé et Védrine peuvent définir et que François Hollande, à mon avis, par prudence, n'a pas voulu... Voilà, peut-être qu'il faut qu'il prenne du temps. Finalement, quand Mitterrand est devenu président de la République, pendant la campagne électorale de 80, il a été pendant 10 jours en Chine, en Corée du Nord. C'était quand même pas la meilleure destination à l'époque. En plus, la Chine, par rapport... Et il est quand même devenu, après De Gaulle, ou à côté de De Gaulle, le grand président de la France, de la Ve République. Donc il faudra voir comment Hollande va évoluer par la suite. Mais Hollande n'a pas du tout fait campagne sur l'international. Ce
je recommande la lecture de ce livre assez réjouissant de Laurent Binet, Rien ne s'est passé comme prévu. Hollande dit, ah mais non, mais j'ai fait Ségolène s'est plantée sur l'international, je ne dois pas en parler, c'est pas là-dessus qu'on fait la différence en France. Et je suis allé à Londres, c'était déjà un déplacement de trop, j'aurais pas dû du tout aller sur les questions internationales. La vraie question d'ailleurs qu'on peut se poser, c'est que Sarkozy pensait avoir un avantage comparatif sur Hollande sur ces questions-là, et qu'il aurait pu faire une campagne du type « Oui, je sais que vous ne m'aimez pas, mais au moins je suis compétent sur les questions internationales, je vous protégerai », qu'il n'est pas allé sur ce terrain-là, malgré tout. Est-ce que ce n'est pas révélateur de la place des relations internationales dans la politique française? En fait, ça fait déjà en 2007... C'est la dernière fois que je fais un bouquin avant les élections sur la politique étrangère, c'est des bides à chaque fois. Déjà en 2007, je m'étais dit, et en plus vous avez un délai par rapport aux élections, donc vous devez rendre la copie à l'éditeur dans des délais, c'est vraiment très frustrant. Et puis ça ne marche pas parce que ni en 2007 ni en 2012, les sujets internationaux n'ont été dans la campagne électorale. Rappelez-vous du débat entre les deux tours. On a parlé des questions internationales en toute fin d'émission, c'était vraiment la figure obligée. Ah mince, j'ai oublié que la France était dans le monde. Et pour parler de quoi? Non pas de l'Afghanistan, non pas du rapport de la France avec du monde occidental avec le monde extérieur, des soldats français en Afghanistan et des otages français au Mali. Moi, je suis proche d'une des familles des otages français au Mali, donc j'ai beaucoup de respect pour leur combat, leur dignité, la souffrance qui est la leur. Une famille qui est près d'ici d'ailleurs. Voilà, ça c'est un problème personnel. On ne peut pas restreindre la politique de la France à deux cas qui sont des cas individualisés, personnalisés. Les soldats français en Afghanistan, c'est même pas l'Afghanistan, et les otages français au Mali. Donc ça a été bon. Mais en même temps, François Hollande n'a pas parlé de la politique étrangère tant qu'il était candidat. Dès qu'il a été président, il va à Chicago. Et donc il y a le temps des élections et le temps des responsabilités. Mais d'autres campagnes électorales, les questions internationales ont été plus marquées. C'est vrai qu'en période de crise économique, les questions stratégiques passent moins. Pendant la guerre froide, les questions internationales étaient plus présentes. En 2002, elles ont été plus présentes, mais plutôt sur une forme d'ailleurs assez perverse d'association. C'était Papidoise et Ben Laden, c'est-à-dire l'insécurité intérieure et l'insécurité internationale qui étaient liées de façon relativement malsaine. Pour rebondir, peut-être une dernière question avant de passer les micros dans la salle. Pour rebondir sur Laurent Fabius, lors de la dernière conférence des ambassadeurs, il a évoqué le terme de diplomatie économique. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce terme. Oui, alors Laurent Fabius a mis la conférence des ambassadeurs sous le sceau de la diplomatie économique. Je pense qu'il a dû couler comme du miel dans votre bouche dans une école de commerce en entendant ça, parce que, bon, le constat qu'il fait, c'est que, OK, la France est une grande nation, 5e PNB mondial, puissance nucléaire, membre permanent de la Conseil de sécurité, et patin à couffin, enfin on connaît toute la litanie des avantages comparatifs de la France, mais voilà, pas de croissance, commerce extérieur en berne, perte de compétitivité des entreprises, et voilà, crédit est mort, et si on continue comme ça, on va disparaître des écrans radars. Donc il a mis l'accent sur la diplomatie économique en disant les ambassadeurs doivent se mettre également au service de l'économie française, des entreprises françaises, parce que, bon... Sauf que certains ambassadeurs disent, bon, OK, il dit ça parce que c'est plus vendeur que sur les sujets stratégiques où on a moins d'accroche. Et puis, en fait, la diplomatie économique, elle existe depuis longtemps. Il faut... l'image de l'ambassadeur Ferrero, etc., c'est terminé depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y avait à la conférence des ambassadeurs pendant les débats de nombreux chefs d'entreprise qui témoignaient de l'aide que les postes diplomatiques ont apporté. Alors, c'est plus difficile pour les PME, en fait. La vraie difficulté, c'est pour les PME. Les grands groupes, eux, s'en sortent plus facilement. Pour les PME, c'est plus difficile. Mais tous les pays font de la diplomatie économique. Disons que, par une sorte de sentiment de capacité de mobilisation, Laurent Fabius a voulu mettre l'accent là-dessus pour envoyer un signal, et qui était aussi un signal de politique intérieure. Il y a du chômage, la croissance est en berne, voilà, y compris... Le ministre des Affaires étrangères, qui était à Bercy auparavant, mouille le maillot pour aller vers plus de croissance. Merci Pascal Boniface. Alors des micros vont circuler dans la salle, et donc j'invite ceux qui ont des questions à poser à se manifester en levant la main, par exemple. Alors ne soyez pas timides, c'est la rentrée, mais voilà. Donc on a un jeune homme qui souhaite poser une question au 4e rang, ou sur la gauche, là. D'accord. Bonjour, on m'entend? C'est bon. Alors moi je m'appelle Miguel et j'ai lu récemment un ouvrage de Xiu Xiaolong, donc Cyber China. Et justement dedans, l'auteur il développe le concept de cyber-citoyen et de chasse à l'homme sur Internet.
en Chine. Et j'aimerais savoir si c'est une réalité ou une fiction. Le cyber-citoyen, c'est une réalité. Après, il faut se faire attention aux grandes catégories. Chacun veut inventer un concept, etc. Et par contre, effectivement, chasse à l'homme, oui et non. C'est-à-dire que le pouvoir central chinois surveille également ce qui se dit sur Internet. Il y a à la fois une liberté d'expression sur Internet en Chine, et puis tout d'un coup, une répression qui tombe un peu au hasard. Par exemple, juste après la révolution en Tunisie, le mot jasmin avait été interdit en Chine. Donc on ne pouvait pas tomber sur le mot jasmin qui était censuré. Donc il y a une censure, effectivement, les Chinois regardent un peu, mais ils ne peuvent pas contrôler 500 millions de citoyens. Ils ne peuvent pas les contrôler tout le temps. Donc il peut y avoir de la répression, mais ce n'est pas tellement sur ce qui se dit sur Internet, plutôt que sur d'autres manifestations sur la place publique qui sont faites. Mais effectivement, vous pouvez regarder Internet, vous voyez bien vous, sur vos CV, ceux qui auront mis des photos un peu olé olé de vos fêtes sur Facebook, attention quand les recruteurs tomberont dessus. Donc ce qui vaut en Chine vaut également en France dans d'autres domaines, et vous le savez aussi bien ici que là-bas. C'est une sage précaution que cette recommandation. Maxence, je crois qu'on a une question au 3e ou 4e rang devant. Donc si on pouvait faire circuler le micro, voilà. Bonjour, c'était par rapport à la diplomatie du sport en fait. Je voudrais savoir comment on peut expliquer le fait que des pays émergents très puissants comme l'Inde et le Brésil soient encore totalement absents des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques par rapport à la Chine par exemple, qui joue vraiment un rôle important. Comment on peut expliquer ce désintérêt pour justement cette forme de soft power ? Alors c'est pas, dans le cas du Brésil, c'est plutôt en fait que le football écrase un peu les autres sports. Et que, comme tout le monde fait du football au Brésil, il y a moins d'espace pour le reste. Mais le Brésil est loin d'être absent des compétitions, puisqu'il va organiser les Jeux Olympiques en 2016. Et que même s'il ne réussira pas aussi bien que la Grande-Bretagne, là, il a dû terminer au 20e rang, je crois qu'ils ont eu simplement 1 ou 2 médailles d'or. C'est pas à la hauteur du pays en termes économiques, et c'est pas à la hauteur du pays pour le reste. Mais une fois encore, le football éclipse un peu les autres sports au Brésil, et donc mange l'espace. Pour l'Inde, c'est une source éternelle d'interrogation. Comment un pays aussi grand... Alors, en creux, la Chine a une diplomatie sportive et une politique sportive. C'est que la Chine, les Jeux de Pékin, pendant un moment donné, Mao ne voulait pas participer aux Jeux Olympiques. Dans les premiers temps où ils y participaient, lorsque les Chinois gagnaient, ils s'excusaient auprès du deuxième, l'inverse des Britanniques. Maintenant, ils veulent gagner. Ils veulent gagner parce qu'ils veulent être les premiers. Ils l'ont été à Pékin, ils ne l'ont pas été, et ils mettent en place une politique de détection, etc. Ce qui ne marche pas en Chine, c'est le football, parce qu'il y a trop de corruption. Un diplomate chinois me disait que lorsque la joueuse de tennis avait gagné, il était très content, mais que, par exemple, les équipes de football, il ne fallait pas les dire, il y a trop de corruption. Là, ils commencent à nettoyer, parce que les paris truqués sont extrêmement importants. L'Inde, c'est le système des castes. C'est-à-dire qu'en Inde, la place des individus est faite à l'avance. Donc même s'il y a une tradition impériale du cricket, des sports hérités de la Grande-Bretagne, le sport, contrairement à ce que disent les intellectuels anti-sport, c'est démocratique. C'est pas d'ailleurs par hasard si c'était inventé dans la Grèce antique et en Grande-Bretagne, première démocratie en Europe. Parce que dans le sport, chacun peut devenir quelqu'un. Il n'y a pas d'hérédité, il n'y a pas de réseau. Je dis souvent que le syndrome BHL en sport, quelqu'un qui n'est pas bon mais qui réussit, ça n'existe pas. Donc, et si vous pouvez avoir des sportifs qui sont des enfants de sportifs, si le fils de Zidane devient bon footballeur, c'est pas parce que son père l'aura pistonné, c'est parce que lui-même tient sa place dans une équipe. Si vous faites le 100 mètres en 13 secondes, sauf si vous appelez Borat, vous ne faites pas le 100, vous n'êtes pas qualifié, quoi. Vous êtes, Donc voilà, le sport c'est essentiellement démocratique, et si c'est là où chacun peut devenir quelqu'un. Et les sociologues appliquent la place de l'Inde par une sorte de résignation sociale par rapport à la place de l'individu dans la société. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question dans la salle ?
Bonjour. Vous sembliez un peu réticent à l'idée d'une éventuelle intervention militaire de la France en Syrie. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez pour solutionner cette crise ? Votre question elle est intéressante parce que, voilà, qu'est-ce que vous préconisez ? Comme si, toute crise, il y avait une solution. C'est un peu comme si je vous disais, mais vous ne voulez pas partager vos ressources, qu'est-ce que vous préconisez pour éliminer la misère en France ou dans le monde ? C'est qu'il faut aussi cette injonction de certains pour dire « yaka, faucon » et il faut régler les choses en 24 heures, ce n'est pas la réalité. Il y a un tas de problèmes qui n'ont pas de solution, ou de solution rapide, ou de solution immédiate. Et si vous me demandez comment arrêter la piraterie au large des côtes somaliennes, comment arrêter l'absence de gouvernance à Haïti, comment mettre fin à la dictature en Corée du Nord, je n'aurai pas plus de solutions immédiates. Donc il faut, dans un premier temps, là je vous charrie un peu, mais c'est juste pour montrer ça, c'est que le temps de l'action internationale n'est pas toujours par rapport à un éditorialiste qui fait son éditorial et qui va avoir la réponse le lendemain. Comme le dit Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréal politique. Et par rapport à la Syrie, effectivement, je pense qu'une intervention militaire de la France, alors en plus il y a une graduation, c'est qu'on a fait une comparaison entre la Libye et la Syrie. Mais l'armée syrienne n'est pas l'armée libyenne. L'armée syrienne est beaucoup plus puissante. Quand on voit les malheurs en Afghanistan, en Irak, une intervention syrienne serait les mêmes qui applaudiraient les premiers jours, seraient les premiers à demander le retrait au bout d'un mois. En Libye, on a mis 7 mois à obtenir une victoire par rapport à une armée qui n'existait que sur le papier, avec un mandat international. Et comme nous avons eu un mandat international en Libye, et que l'on a transformé, les mêmes qui réclament une intervention aujourd'hui sont les mêmes qui ont mis à mal le principe de responsabilité protégée parce qu'ils l'ont transformé en changement de régime. Si la Russie et la Chine ont accepté de s'abstenir sur la 1973, donc la résolution des Nations Unies qui acceptait une intervention militaire en Libye, c'était pour protéger la population, pas pour changer le régime. Et comme on est allé au bout de la logique, de l'illogisme et qu'on a changé le régime, les Russes et les Chinois, aujourd'hui, ne veulent plus voter de résolution qui autorise une intervention militaire. Donc il y allait sans mandat de l'ONU, sans les États-Unis, qui pensent que Barack Obama a quelques semaines des élections, alors qu'il a eu bien du mal à se retirer d'Irak, qu'il a bien du mal à se retirer d'Afghanistan, va dire « chouette, on va sauter en Syrie en pleine élection ». Donc y aller seul, ou avec les Anglais, ou avec qui, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, non, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est militairement pas possible, juridiquement extrêmement dangereux, et politiquement, ça n'amènerait pas une solution. Ce qu'il faut, ce qui n'a pas été fait suffisamment, c'est à plus long terme, c'est moins visible, c'est travailler sur Moscou pour que Moscou cesse son veto. Mais ça ne se fait pas en un jour. Mais c'est une piste qui n'a pas été suffisamment explorée et poussée jusqu'au bout. Parce que le verrou, il est à Moscou. Le jour où Moscou lâche Bachar, Bachar est foutu. Si on envoie des troupes en Syrie, on va accélérer la guerre sans avoir de solution. Et les Français qui disent d'un côté « faites quelque chose, c'est horrible ce qui se passe », diraient « mais pas avec nos soldats ». Merci. Non, vous avez une suite. Je voulais juste vous demander si vous n'êtes pas contre toute ingérence, c'est-à-dire que vous... Ah, si, je suis contre toute ingérence, parce que l'ingérence, c'est simplement les puissances occidentales qui mettent à mal l'indépendance des autres. L'ingérence, elle a sens unique, elle est toujours nord-sud. Lorsqu'il y a eu des inondations à la Nouvelle-Orléans du temps de George Bush, est-ce que vous pensez que si Castro avait envoyé des médecins pour aider ces populations, et puis comme c'était parce que l'État américain avait failli à son devoir de protection, et qu'il est accompagné de soldats parce que c'était des zones qui étaient insécures, est-ce que vous pensez que ça aurait marché? Non. L'ingérence, elle est très populaire au nord parce qu'on a l'impression c'est qu'on apporte un sac de riz à ceux qui ont faim. Mais au sud, c'est vu comme du néocolonialisme. Et ceux qui disent que l'ingérence, elle est refusée par les dictateurs, le Brésil refuse l'ingérence, c'est un pays démocratique. L'Inde refuse l'ingérence, c'est un pays démocratique. L'Afrique du Sud de Mandela et aujourd'hui refuse l'ingérence. Tous les pays du Sud qui ont été colonisés refusent l'ingérence parce qu'ils y voient un colonialisme déguisé. Par contre, la responsabilité de protéger, inventée par Kofi Annan en 2005, elle était une action internationale concertée
une action nationale décidée collectivement. Et ça, c'est pas l'ingérence. L'ingérence, c'est le blanc qui, auparavant, c'est Jules Ferry réincarné. On apporte au peuple inférieur la civilisation. Merci Pascal Boniface. Alors je vous prends un peu à brûle-pourpoint puisqu'on ne s'était pas concerté avant, mais vous êtes face à un public jeune pour lequel le champ des possibles est ouvert et qui va voyager de par le monde, qui peut-être prendra un emploi à l'étranger. Est-ce que vous auriez une recommandation à leur faire ? Déjà de rester, mais ils le sont, sinon ils ne seraient pas là, de rester curieux, de ne pas de ne pas s'arrêter au premier jugement, de toujours conforter son jugement à un second, de toujours avoir l'esprit critique et pas dire c'est dans un livre donc c'est vrai ou dans le journal, toujours avoir un second avis, une seconde opinion, confronter les idées et rester toujours curieux, éveillé, parce que je veux dire, ce que vous apprenez, ce qui est important, c'est pas tellement ce que vous apprenez, c'est les méthodes de compréhension, d'analyse, et donc toujours rester en mobilité intellectuelle. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, en tout cas, nous nous retrouvons pour les étudiants de première année à 14h pour rentrer dans le détail des opérations, c'est-à-dire les prochains mois, les prochaines semaines. À très bientôt, 14h pile dans cet amphithéâtre. Merci. On va donc avoir ici alors, qu'est-ce que peut faire un directeur financier extraordinairement prudent ? Il connaît ses besoins en immobilisation, donc lui décide de sa politique de financement, c'est lui qui choisit, de par sa politique de financement long terme, le niveau de son fonds de roulement. Eh bien, quel fonds de roulement allez-vous proposer si vous voulez toujours être en situation de trésorerie positive ou nulle ? Au-dessus de la courbe, donc vous allez... Premier type de directeur financier, j'ajuste le fonds de roulement sur le BFR maximum annuel. Ça, c'est le deuxième type. Le premier type, c'est il va être au-dessus. Prenons un premier cas de fonds de roulement, FR 0,
enfin FR1, ici. Qu'est-ce qui se passe si je choisis un fonds de roulement ici dans mon entreprise? Si mon niveau de fonds de roulement est supérieur au BFR maximum. Attendez, avant de perdre de l'argent, vous allez avoir structurellement, ici, cette trésorerie sera en permanence cette trésorerie positive dans votre entreprise, et puis cette trésorerie va grossir, vous voyez ici, l'écart avec cette courbe, votre trésorerie va obtenir une trésorerie maximale ici, qui est l'écart entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc notre directeur financier qui fixe un niveau de FR supérieur au niveau de BFR maximum annuel, on sait qu'il